si quelqu'un est tenace, à un moment, il finit par gagner. Si j'ai un pouvoir, je pense pas avoir beaucoup de pouvoir. Si je soutiens un jeune créateur, quelqu'un qui est inconnu, je vais lui faire venir les bonnes personnes. J'ai décidé très jeune, quand je me suis lancé, que l'argent ne devait pas être ma motivation. Je vois dans les autres boîtes, tout le monde est vice-président. Oui, ça ne veut rien dire. C'est un peu ridicule, je les reçois dans mon bureau, des vice-présidents, tout ça. Ils pourraient pas travailler pour nous. Ni le jet, ni le yacht. Moi, je pense que le consommateur ne demande pas autant de marques. Je me suis quand même vachement raccroché aux branches. Mais peut-être qu'un jour, je pourrai plus. Bonjour Lucien Pagès. Bonjour. Alors Lucien Pagès, vous dirigez l'agence de communication Lucien Pagès Communication, marque éponyme, très active dans la mode, très reconnue. Qu'est-ce que ça fait d'avoir collaboré avec autant de marques iconiques comme Jacquemus, Sacai, Charles de Vilmorin, Yves Saint Laurent? Est-ce que ça s'est fait par hasard? Non, ça ne s'est pas fait par hasard. Il y a un peu de chance quand même dans les rencontres. Il faut quand même... Moi, j'aime bien parler de la chance. Les gens, souvent, ils n'aiment pas quand on parle de la chance parce qu'ils trouvent que c'est comme... Ah non, mais tu as quand même beaucoup travaillé. Oui, bien sûr, j'ai beaucoup travaillé. Ça, c'est pas le sujet. Mais je trouve qu'il faut donner aussi une place à la chance parce que c'est joli. Et ça ne veut pas dire avoir de la chance, pas avoir de la chance. C'est juste reconnaître qu'on a pu rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Et c'est un peu genre être... reconnaissant de ça. Donc, des choses se sont positionnées dans ma vie, des rencontres. Et voilà. Et je ne sais pas à quel point j'en étais l'instigateur ou la victime ou la victime consentante. Mais voilà. Donc, j'ai eu la chance de travailler avec les plus grands designers d'avant et du moment, selon mes goûts. Donc... c'est un peu comme ce film Matchpoint de Woody Allen, justement, qui insiste beaucoup sur la question de la chance avec cette balle qui passe le filet quand il y a le let et on ne sait pas si elle va retomber de l'autre côté et être bonne ou faute. Exactement. Ou des trucs, moi j'aime bien aussi, je ne sais pas si tu connais, c'est peut-être trop jeune, les livres dont vous êtes le héros. Non. C'était des livres que je lisais quand j'étais petit et c'est des trucs très fantastiques. Dans des châteaux, dans des trucs avec des monstres et tout ça. Mais à chaque page, tu choisis, tu as 3 possibilités et qui t'amènent à un truc. Différent. Ensuite, oui. Donc c'est comme le destin en fait. Tu choisis. Et moi, je trouve que la vie, c'est ça. Je pense toujours le livre dont vous êtes le héros. Et du coup, tu choisis cette route ou l'autre. Et après, elle te mène à un autre truc et à un autre truc. Et voilà. Donc c'est un peu comme ça. C'est un parcours de vie et un parcours initiatique. Mais avec quand même, ce que je dis souvent, j'ai l'impression d'avoir la vision d'où je veux aller, mais je n'ai pas d'agenda pour y aller. Donc, c'est comme ça que je me sens à l'aise, en fait, c'est de savoir un peu où je veux atterrir, mais à la fois de laisser toutes les portes ouvertes pour pouvoir me laisser le choix. Mais il n'y a pas justement des grosses périodes de remise en question? Parce que moi, je suis beaucoup comme ça, il y a des stades de ma vie. Quand j'étais en école de commerce, après quand j'ai commencé à écrire des romans et ça, il y a toujours des moments où on se dit est-ce que là c'est la bonne direction? Est-ce qu'on ne devrait pas faire complètement autre chose ou s'y prendre complètement autrement? Après, quand on est dans une activité entrepreneuriale aussi, peut-être qu'on se pose moins de questions parce qu'on est peut-être contraint, je sais pas. Oui, bien sûr. C'est-à-dire, ça dépend des périodes de la vie. Moi, je sais que par exemple, moi, j'ai dû monter ma boîte à 31 ans, un truc comme ça. C'est quand même vachement jeune. Ouais, mais avant, j'étais perdu un peu. Je savais pas où j'allais. Donc c'est pour ça, moi je le dis souvent à des jeunes, c'est pas grave d'être un peu perdu. Ça fait flipper, parce qu'on aime. Mais moi je suis très bluffé par les gens qui à 24 ans, savent déjà ce qu'ils veulent, tout leur parcours et tout ça. Moi, je savais que je voulais travailler dans la mode, mais j'étais prêt à saisir des opportunités parce que je voulais trouver là où j'allais être le mieux. Donc, c'était un peu douloureux parce que c'était plein d'incertitudes. Et c'est pour ça que je comprends les jeunes quand je trouve que cette période de la vingtaine, elle est difficile parce bon, bien sûr, il y a l'adolescence qui est difficile parce qu'on se cherche sur d'autres points, mais la vingtaine, on se cherche aussi professionnellement et dans le but de réussir sa vie quelque part. Ouais, bien sûr, de trouver sa place. Et je veux dire, réussir sa vie sentimentale, professionnelle, bien sûr. c'est pas juste la réussite. Évidemment, professionnelle. Voilà. Mais, et voilà, donc à partir du moment, moi, jusqu'à ce que j'ai aimé, c'est qu'à partir du moment où j'avais trouvé ce que j'allais faire, je pouvais être totalement focus dessus et la vision était claire.
Je savais où je pouvais mettre mes ambitions, je pouvais mettre mes challenges. Du coup, j'étais sur une ligne et je pouvais exceller. Mais tant que je n'avais pas trouvé, je pouvais exceller nulle part. Justement, ça c'est assez frappant parce qu'en effet, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, la difficulté, c'est comme les gens ont l'impression de pouvoir faire plein de choses avec le numérique qui donne pas mal de nouvelles possibilités. On peut, je sais pas, faire un livre, se lancer dans l'art digital, un podcast, etc. Et du coup, on ne choisit pas forcément, on choisit jamais, et donc on n'est pas focus. Même Steve Jobs, c'est pas forcément ma référence spécialement, mais il disait que l'art du focus, c'était important. Et effectivement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, quand on regarde rétrospectivement, ceux qui ont des parcours les plus impressionnants dans la musique, la mode, l'art, etc., c'est effectivement ceux qui ont fait une seule chose, mais qui l'ont fait à fond comme des bourrins pendant plusieurs décennies. Ouais, bah, je pense que oui, il faut être focus pour atteindre sa cible, je sais pas, comme dans le tir à l'arc. faut viser juste. Et les efforts, non, mais c'est peut-être plus simple. Moi, j'adore le côté touche à tout, mais je suis pas sûr qu'on puisse être excellent dans tout. C'est bien pour le développement personnel de toucher à tout, mais je pense qu'on peut pas forcément être excellent dans tout. C'est comme, je sais pas, j'en parlais avec un client qui me dit, j'ai le syndrome maintenant, il est très connu dans un domaine et il veut passer dans un autre domaine pour la deuxième partie de sa vie. Il dit, j'ai le syndrome de la mannequin qui veut devenir actrice. Je trouvais ça très drôle. Parce que ça résume vraiment le truc. Tu as été une énorme mannequin, enfin une star dans le mannequinat, et quand tu deviens actrice, tu repars à zéro. Bien sûr, les gens des castings te regardent de travers. Ils ont des préjugés. C'est très dur. Bien sûr. Après, c'est très dur dans un cadre qui est quand même très luxueux. Oui, évidemment. Voilà. Mais très confortable. On parle pas de... Mais c'est drôle et peu de gens y arrivent. Pour ça, j'avais bien aimé, par exemple, Tom Ford, quand il a fait son film, il a été nommé aux Oscars, l'acteur a eu l'Oscar. Il a fait un film d'un vrai réalisateur. C'est vrai, On avait un peu oublié Tom Ford, d'ailleurs. En fait, on s'était dit, en fait, non, c'est juste un très bon réalisateur. On avait oublié la dimension de mode. Et c'est bizarre qu'il n'en ait pas refait, parce qu'il en a fait deux, qui étaient très bons, enfin, en tout cas, qui se tenaient. Je veux dire, complètement. Comme, en tout cas, respectés par l'univers du cinéma. Et voilà, donc je trouve que c'est un bon exemple de gens qui ont pu aller sur un autre territoire en excellant, mais c'est compliqué. Alors, vous vouliez être designer, Lucien Pagès, vous l'avez expliqué plusieurs fois, mais vous avez eu effectivement une opportunité dans les RP, ce qu'on appelle les relations publiques, les relations presse, sans que ça soit effectivement prédestiné, sans que ça soit prévu à l'agenda. Mais aujourd'hui, finalement, avec toutes les marques dont vous vous occupez, effectivement un peu comme un galeriste le ferait, est-ce que vous n'avez pas autant d'importance que les marques elles-mêmes ? Non, j'ai une importance dans mon domaine qui est en parallèle, en fait. Donc, je ne pense pas du tout que j'ai plus d'importance que les marques, parce que déjà, je ne fais pas la même chose. Je ne vends pas des vêtements, je ne vends pas des produits. Donc, le rapport que les gens ont avec moi est beaucoup moins... personnel, dans le sens qu'ils ne peuvent pas acheter un objet qui porte mon nom. Je suis peut-être une référence dans mon travail, mais moi, je suis content parce que mon travail n'avait pas vraiment de référence. Donc, moi, j'ai fait découvrir c'est pour ça que je m'amuse à faire des réseaux sociaux et tout ça, parce qu'en fait, j'ai envie de faire découvrir ce travail. Mais au-delà de mon travail, j'ai envie de dire aux gens qui aiment la mode qu'ils peuvent faire autre chose qu'être designer. Designer, évidemment, c'est le métier roi dans la mode. Voilà, on voit comment ils sont adulés, et la pression qu'ils ont aussi pour performer tout le temps, se renouveler, tout en restant les mêmes, tout en vendant des vêtements, mais en étant super créatifs, tout en étant des as de la communication, tout en étant mystérieux. Enfin, on leur demande tellement que je comprends cette position aussi proéminente, parce qu'elle vient avec beaucoup de responsabilités. Mais donc moi, non, je me considère... J'ai accepté, et ça m'a amusé de ne pas rester obligatoirement dans les backstage, mais quand même, ma place, elle est dans les backstage aussi. J'ai quand même cette conscience, c'est-à-dire... Oui, vous savez où est votre place et où elle ne l'est pas, entre guillemets. Mais... Oui, et pareil, je donne un exemple débile, mais il y a certains de mes confrères ou machin qui se font faire des places au premier rang des défilés. Moi, ça ne me viendrait même pas à l'idée. Je vais aller au premier rang d'un défilé s'il y a une place vide, et pour pas que sur la vidéo, on voit un trou. Mais
Oui, donc le boulot d'abord, finalement, le professionnalisme Oui. avant tout, quoi. Je ne suis pas contre ma médiatisation, mais elle est pas. Mais je veux pas. Je dois délivrer un travail avant tout. C'est mon travail. Sinon, ma médiatisation, elle vaut rien. Mais c'est marrant parce que ça ressemble un peu à quand on voit d'autres champs créatifs. Par exemple, si on prend l'édition avec des maisons comme, je sais pas, Gallimard, admettons, Le Seuil, ou l'art contemporain avec Gagosian, c'est pour ceux qui me viennent à l'esprit, on a l'impression que finalement, justement, l'éditeur, entre guillemets, des œuvres ou des artistes est tout aussi important parce que c'est la qualité du label qui donne aussi la qualité des auteurs sélectionnés. Bah, j'espère. Pour moi, en tout cas, moi, je sais que si j'ai un pouvoir, je pense pas avoir beaucoup de pouvoir, parce que j'ai que le pouvoir que me confèrent les gens pour qui je travaille. Donc, mais par contre, un pouvoir que j'ai, c'est si je soutiens un jeune créateur, quelqu'un qui est inconnu, je vais lui faire venir les bonnes personnes à son défilé, à sa présentation. Les gens me font confiance parce que j'ai cette relation avec eux depuis longtemps. Donc, oui, si j'ai un pouvoir, c'est peut-être d'aider des jeunes talents. Après, les grandes maisons, elles ont leur propre pouvoir et moi, je suis juste en conseil. Donc, c'est des différentes strates. Donc, moi, je ne me considère pas du tout puissant. Mais par contre, je peux avoir je peux être un facilitateur puissant. Je comprends. Voilà, c'est plus ça. Mais personne, je veux dire, si je prends mon téléphone et que je dis ça se fait pas comme ça, tout le monde, enfin, je veux dire, ça marche pas. Hein. Je suis quand même à la fin, je reste un prestataire de service. Mais moi, ça ne me dérange, et c'est pas de la modestie, ça ne me dérange absolument pas. J'aime que les gens soient à leur place. Et ma place, je la connais, et j'ai juste décidé par des opportunités aussi, parce que de valoriser ce travail en le faisant connaître. Alors, vous êtes quelqu'un de tenace, ça se voit en tout cas, moi je trouve que c'est un élément assez frappant. À l'époque, vous aviez insisté dans votre jeunesse pour faire un stage chez Yves Saint Laurent, mais avec Yves Saint Laurent lui-même. Apparemment, vous aviez insisté pour ça alors que ça ne se faisait pas. Donc vous pensez qu'il faut un peu de culot pour se faire remarquer dans ce milieu, ou dans tous les milieux d'ailleurs? Oui. Et mais ça, c'est la jeunesse, parce qu'aujourd'hui, je ne le referai pas. Ouais. J'ai trop On se rend pas compte, ouais. Non, des fois, je regarde le parcours, je dis, mais pourquoi tu as fait ça? Tu étais complètement inconscient ou téméraire, ou je sais pas, ce que je suis beaucoup moins maintenant, parce que je suis beaucoup plus au courant de toutes les règles. Bien sûr, ouais. Oui. Non, bien sûr qu'il faut une dose d'inconscience et d'audace, évidemment, tout en étant très respectueux. Et il faut se faire remarquer. Sinon, d'une manière ou d'une autre. Il y a des milliers de gens qui veulent être dans ce milieu. C'est comme le truc bon, que tout le monde connaît, dans Le Diable s'habille en Prada, quand elle dit mais Andrea, tout le monde veut être nous. Il y a un petit côté comme ça. Donc, vrai. Donc pour sortir du lot, il faut avoir du talent, quelque chose à dire, de la culture, de l'audace. Voilà, ça peut être un des éléments. Moi, je dis souvent, des fois, je vois des stagiaires, s'ils ont un bon look, on va les remarquer aussi. C'est déjà pas mal. Parce qu'on est dans la mode, le look, ça compte. Bien sûr. Moi, j'ai pas choisi de me faire remarquer par mon look, mais j'aurais pu. Donc, pour moi, tout est... Voilà. Si c'est fait avec délicatesse, je sais pas qu'on peut dire, parce qu'il faut pas non plus être un bulldozer. Oui, évidemment. Faut pas saouler les gens, quoi. Ouais, si on est lourd, quand on est lourd dans la mode, ça bloque tout de suite. Voilà. Ça, c'est vraiment le conseil. Les gens détestent la lourdeur. Après, ils aiment bien la ténacité aussi. Moi, je remarque que si quelqu'un est tenace, à un moment, il finit par gagner parce que ou je vais vouloir m'en débarrasser, donc je vais te faire le rendez-vous, ou je vais me dire, tiens, c'est intéressant quand même, la personne, elle tient à son truc. C'est un peu la Élise Lucet, finalement, des relations publiques dans la mode. Elle est extrêmement pugnace aussi, quand elle a vu l'interview. Oui. Non, je suis plus... moins polémique, peut-être. Ouais, je suis plus gentil. Elle me fait peur. Elle a beaucoup de talent, je trouve que... Oui, mais elle lâche pas son morceau. Elle lâche vraiment pas. Elle me fait peur dans un bon sens. J'adore les émissions. Mais c'est drôle parce qu'elle a changé aussi, je trouve. Elle s'est plus engagée, peut-être. Ouais, je me rappelle quand elle faisait le journal elle faisait FR3, je crois. Ouais, elle faisait le 13h après, il me semble. Et elle était plutôt la très bonne journaliste et tout ça, mais je ne savais pas qu'elle avait ce côté ultra... offensif, disons, ouais. Puis elle n'a pas peur. Ouais, non, c'est vrai. Mais c'est drôle, Cache Investigation. Ah, c'est génial. Rien que le nom. Ah oui, là, mais... Le nom et la musique, on a déjà peur. Clairement.
Alors, vous dites que vous ne vouliez pas, et d'ailleurs, j'ai l'impression que c'est toujours le cas, être un entrepreneur. En tout cas, c'est pas vraiment comme ça que vous vous définissez. C'est un peu devenu par accident parce que fallait donner un cadre. Vous avez créé une SARL à l'époque avec 3 000 € de capital social, ce que vous avez confié. Je crois qu'elle a toujours 3 000 € de capital social. Mais donc, c'est ça qui est marrant. Aujourd'hui, avec quand même toutes les branches, le bureau à New York, les différentes collaborations, Londres, etc. Est-ce qu'aujourd'hui, vous vous considérez peut-être comme un vrai entrepreneur ou vous n'avez toujours pas ce rôle en tête ? Dans ma tête, non. Parce que je ne vois pas... J'ai fait le business ou ce qu'on appelle l'entrepreneuriat pour pouvoir faire mon travail. Donc, pour moi, un entrepreneur, c'est quelqu'un qui prend des risques. Peut-être que j'ai pris des risques, mais pour moi, j'ai l'impression de ne pas avoir pris de risques parce que chaque fois, j'ai toujours fait des choses quand je pouvais me les permettre. Donc, des clients me permettaient de changer de bureau, des clients me permettaient d'engager plus de staff. C'était très à la papa. Donc, pour moi, les entrepreneurs, j'ai un peu cette vision où ils empruntent de l'argent, ils prennent des risques. Et moi, je n'ai jamais fait comme ça. Donc, oui, j'ai entrepris quelque chose, mais sans une mentalité d'entrepreneur. Vraiment, je suis hyper sincère quand je dis ça. Je pense aussi que j'aime la liberté, en fait, au fond. Et que j'aurais été malheureux de travailler vraiment comme salarié. Comme salarié, parce que j'aime quand même décider un peu. Ouais. Déployer une vision, j'imagine. Ouais, et puis j'aime être maître de mon destin, en fait. Donc, ce qui peut faire peur aussi, parce que ça fait peur à beaucoup de gens. D'assumer tout ça. Mais j'aime bien. Oui, ça marche, c'est grâce à moi. Ça marche pas, c'est à cause de moi. J'aime bien être. Je veux dire, je prends responsabilité sur les trucs. Ça peut faire mal, hein. Des fois, ça heurte, parce qu'on préfère toujours dire que c'est la faute des autres. Mais je me sens responsable aussi de mon staff. S'ils font des conneries, je les assume. Je dis, c'est sous mon ombrelle, c'est avec mon nom. Je peux pas le dire, c'est eux. Ils travaillent pour moi. Donc, Puis en plus, la marque s'appelle Lucien Pagès Communication, donc c'est un peu difficile. Je suis trapped. Mais ouais. Après, plein de gens aiment me dire, mais non, tu es entrepreneur, ils adorent. Ils veulent me faire dire ça. Et quelque part, plus ils veulent me faire dire ça, plus j'ai envie de dire que je ne le suis pas. Alors, vous avez la réputation d'être très sélectif. Est-ce que les marques aujourd'hui viennent pleurer sous vos fenêtres pour que vous les représentiez ? Certaines. Est-ce qu'elles lancent des petits cailloux sur les fenêtres ? Non, ils utilisent des gens. Oui. Il y a plein de gens d'un coup. Quand il y a 3 personnes qui disent tu n'as jamais répondu à cette personne. Alors, des fois, je réponds pas, c'est très mal élevé. C'est juste que j'y arrive pas. En fait. J'imagine. J'ai tellement de mails. C'est très, très. Les gens se rendent pas compte comme on est sollicité dans mon métier. C'est normal, c'est de la communication. Donc, moi, j'ai des mails, des DM, des WhatsApp, des textos. Des fois, je cherche la personne qui a essayé de me joindre. Je ne sais plus où elle a essayé de me joindre, donc je passe un quart d'heure à chercher. Et en plus, quand on cherche avec le truc on ne trouve jamais. Oui, clairement, évidemment. Et donc, voilà. Mais non, je suis pas... je suis sélectif, mais parce que déjà, je ne peux pas tout faire. J'ai déjà plus de 100 clients. Oui, c'est déjà beaucoup. Donc, qu'est-ce que je ne peux pas tout faire. Et après, j'ai décidé très jeune, quand je me suis lancé, que l'argent ne devait pas être ma motivation. Bien sûr, j'aime bien gagner de l'argent, j'aime que la société soit profitable, que les gens qui y travaillent gagnent bien leur vie, qu'on les augmente, qu'on puisse avoir des beaux locaux, tout ça. L'argent, pour moi, c'est pas une fin en soi, c'est un outil. Donc, c'est l'outil pour accéder à des choses que vous voulez vous acheter, mais c'est aussi dans une entreprise l'outil pour créer des conditions de travail et les conditions du succès. Donc, je fais attention et aussi je travaille dans la communication dans la mode et le luxe. Donc, la beauté, la culture, l'hospitalité, des hôtels, des restaurants. J'ai envie que ça me plaise. Oui, vous n'allez pas aller n'importe où, finalement. C'est un métier de goût. J'ai choisi ce métier. C'est pas pour représenter des trucs qui me plaisent pas. Oui, c'est qu'on vous voit assez mal représenter des voitures, des marques de je sais pas, mais peut-être que demain ça viendra. Vous serez peut-être le Publicis. Les chocolats. Ils sont très bons. Mais c'est l'excellence des chocolats. Après, j'ai des critères qui peuvent changer. J'ai pas un critère. Je peux représenter des choses qui sont des fois un peu moins mon goût, mais je les trouve très intéressantes. Je suis pas...
quand je dis il faut que ça me plaise, c'est pas forcément mon goût. Oui, vous n'êtes pas snob, vous n'avez pas des critères esthétiques absolus. Non. J'ai mon snobisme à moi, mais c'est pas celui-là. Alors vous dites, moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé dans plusieurs de vos interventions, vous dites que vous essayez de rester cool, entre guillemets, dans un monde qui est de moins en moins humain, qui est de plus en plus corporate au quotidien. Qu'est-ce que vous voulez dire par là ? J'ai dit que je voulais rester cool. Oui, en fait, votre agence, contrairement à d'autres peut-être, elle est cool. C'est assez marrant parce qu'on a un bruit d'eau juste derrière. Peut-être qu'ils arrosent les fleurs. Et du coup, ça nous perturbe un petit peu. Et non, mais vous dites que finalement, dans un monde qui est de plus en plus corporate, de moins en moins humain, donc peut-être de plus en plus digitalisé, avec des automatismes, etc., les gens viennent vous voir parce que votre agence est peut-être un peu plus artisanale, vous avez une manière de travailler peut-être un peu plus à l'ancienne. Et est-ce que ça, c'est quelque chose... qui est toujours vrai. En tout cas, je lutte contre le corporate. Ouais, oui, c'est ça. C'est un truc qui me... Ça vous chagrine? Non, parce que je trouve que, en fait, si dans corporate, il y a organisation, il y a... tout ça, ça va. Il faut être organisé. On ne peut pas faire un travail avec 100 clients, presque dans le monde entier, une centaine de staff. Ouais. Parce qu'entre Londres, maintenant, New York et Paris, on est presque 100. C'est énorme. Donc, bien sûr qu'on est un poil organisé, corporate. Il y a une DRH. Voilà, bon. Mais ce que je n'aime pas, c'est l'esprit corporate, par exemple, de faire des réunions qui ne servent à rien. Bien sûr, il faut échanger. Donc, on essaye de communiquer mieux entre nous. Mais je ne veux pas de choses inutiles du corporate, où, par exemple, il n'y a pas de titre dans mes emails. D'accord. Ah oui, c'est amusant ça. Oui. Donc c'est un blanc, aucun objet, entre parenthèses. Il y a la signature il y a le logo de la boîte et il y a les détails. Et si les gens veulent mettre leur portable, ils le mettent. Ok. Mais il n'y a pas leur titre. Ah oui, d'accord. Mais c'est pas, on l'a jamais. Je suis pas venu en disant. On ne mettra jamais les titres. Oui, bien sûr. On n'a pas commencé à mettre les titres, on ne les a pas rajoutés. Parce qu'en fait... c'est l'art du minimalisme aussi. Je ne sais pas, mais je trouve que je vois dans les autres boîtes, tout le monde est vice president. Ça ne veut rien dire. C'est un peu ridicule. Je les reçois dans mon bureau, des vice presidents, tout ça. Ils ne pourraient pas travailler pour nous. Pas parce qu'ils ne sont pas bons, mais parce qu'ils ne sont pas adaptés à nous. Ouais. Donc pour moi, je ne suis pas impressionné par les titres. Ça me fait rire. Moi, j'ai des founder, CEO. Oui. C'est clair. Ça me fait rire parce que pour moi, ce qui compte, c'est de faire son travail. Mais je comprends qu'il y ait des titres. C'est un peu mais par exemple, les jeunes sont obsédés par les titres. Et ça, je ne comprends pas. Est-ce que c'est un effet LinkedIn ? Je ne sais pas. Ouais, on veut avoir quelque chose à noter peut-être sur LinkedIn, sur Insta. Des fois plus pour le titre que pour l'argent. Ouais. Et ça me rappelle un peu cette scène, je ne sais pas si vous voyez, dans American Psycho, avec Christian Bale, qui joue un mec qui bosse dans une banque et qui est complètement fou par ailleurs. Et à un moment donné, il y a une scène invraisemblable, mais tellement drôle, où ils comparent tous, avec leur costard cravate, leurs cartes de visite, avec des effets 3D, etc. Et ils sont tous genre vice president ou un truc comme ça. Mais c'est trop drôle. Psycho, c'est la base. C'est la base. c'est la base. C'est un film de mode pour moi. Enfin, je veux dire, déjà les livres. Business Analyst, c'est la base. Et moi, c'est mon... American Psycho, ouais. C'est une référence. Business Analyst, c'est mon écrivain préféré. Ouais, c'est un super écrivain. Je regrette qu'il écrive très peu de livres. Il a un podcast d'ailleurs, qui s'appelle The Business Analyst Podcast. Je sais qu'il est génial. Truc de super qualité. Ouais. Mais il est brillantissime. Et le dernier livre, j'ai adoré. Genre, c'est un truc tellement. Il est très fin, très critique. C'est vrai que c'est très pertinent. L'ironie du truc, mais à la fois la sharp, comme c'est sharp sur le monde actuel. Ouais, tout à fait. Alors, Lucien Pagès, vous collaborez avec des marques iconiques, on l'a dit, on ne va pas y revenir trop longtemps, mais notamment comme Jacquemus, et Jacquemus qui est quand même devenu un designer les plus célèbres de France et bien au-delà évidemment. Donc c'est une marque très emblématique. Vous êtes déjà un peu exprimé là-dessus, mais c'est bien qu'on y retourne un tout petit peu. Comment ça s'est passé la collaboration avec lui ? Au début, vous êtes un peu raté, il me semble, puis après vous êtes retrouvés un peu plus tard, c'est ça ? Ouais, on était. Simon était très jeune et moi j'avais mon bureau qui était tout petit. Et c'était une époque où j'avais 3 clients, mais j'avais peur d'en prendre un 4e. Donc quand il est venu, je savais que c'était une star, et je savais qu'il allait aller loin. C'était clair pour moi.
Et je dis, attends, juste 3 mois. Et puis, il était tout feu, tout flamme. Il a pris un autre bureau et tout. Mais je savais qu'on retravaillait ensemble. Donc, on est toujours resté en contact. Et puis, quand il a fait son défilé des Santons... de Provence. Ouais. J'ai vu l'image. Au début, j'ai vu juste l'image, le chapeau, c'est incroyable. Le soleil de lumière derrière et tout ça. Et tout. Et j'ai vraiment, très sincèrement, j'ai envoyé un message. J'ai dit, waouh, c'est magnifique. Mais vraiment, c'était très sincère parce que c'était une image de mode que j'avais jamais vue, une apparition et tout ça. Et puis, ça me parlait. J'avais trouvé qu'il y avait un mélange Christian Lacroix comme des garçons, qui est très lui. Mais enfin, qui était Jacques Mus, je veux dire. Mais cette espèce de mélange de fou qu'on n'aurait pas pensé. Et voilà. Et après, il a dit, on devrait se revoir. Et voilà. Mais donc, c'est des trucs comme ça. Comme j'ai dit, je crois au truc au hasard, du moment, du destin. Peut-être qu'on aurait commencé trop tôt, on se serait fâché. Peut-être que voilà, c'est bien de laisser la vie aussi décider des fois. À notre place, c'est vrai. Je suis assez d'accord. Attendre que les planètes soient alignées. Moi, mon éditrice, elle disait souvent ça. Elle me dit, pour qu'un livre marche bien, il faut que les planètes soient alignées. Comme une collection. J'imagine. Comme une collection. Des fois, il y a des idées géniales qui arrivent trop tôt et elles ne trouvent pas leur amplitude. Et des fois, il y a des collections qui arrivent trop tard. Ouais. Et ça, c'est plus facile à anticiper. Mais c'est juste, où les planètes soient alignées. On en revient à la chance, au destin et tout ça. On peut être acteur de tout ça. Mais il faut des petits coups de pouce, des petits trucs. Des fois, on ne voit pas les petites... Moi, j'aime bien les signes. Ouais. Je ne suis pas très ésotérique, mais je suis plutôt pragmatique. Mais j'aime bien les signes. Les signes dans les visuels? Non, en général. Ah oui, les signes, d'accord. Ouais, un signe. Ouais, d'accord. Je sais pas comment dire. Les manifestations, comme on peut dire. Ouais. Tu vois, tu penses à quelqu'un et tu le vois. Bon, c'est basique. Non, mais c'est vrai. Ou tu penses à une chanson, elle passe dans le taxi. C'est vrai. Tout ça, et je me dis, je suis bien là. J'ai un signe. Je suis d'accord, mais il y a quelques jours, je suis allé me faire décolorer les cheveux. Alors, je sais pas si c'était une bonne idée. Et j'étais pas sûr sur le chemin. Et je sors du RER. Et là, je tourne la tête et je vois une nana avec les cheveux décolorés. Je fais, OK, moi, j'y vais, je le fais. Voilà, c'était un putain de signe. Donc, vous croyez aux signes aussi. Exactement. Bon, récemment, Lucien Pagès, une figure de la mode, a non pas quitté l'industrie, mais s'en est un petit peu éloigné il y a très peu de temps. C'est Anna Wintour. Est-ce que ça vous chagrine? Non, parce que, en fait, je pense que ce message a été mal compris. Elle avait déjà un rôle global. Oui, c'est vrai. Elle dirige tout Condé Nast sur le côté éditorial, esthétique. Enfin, je me rappelle plus quel est le titre exact. En tout cas, elle a un rôle global. Voilà. De supervision. De supervision. Donc, en fait, elle va continuer de faire ça. Mais elle va lâcher la direction au day-to-day de Vogue américain opérationnel, quoi. En mettant le même type de rôle qu'il y a dans les autres Vogue, c'est-à-dire dans Vogue France, dans Vogue anglais, dans Italie, Vogue... Il y a des Head of Editorial Content, ça s'appelle. Et elle va en mettre un et elle sera au-dessus. Après, combien de temps ça va durer, je ne sais pas. C'est à elle de voir. Je pense que graduellement... elle prépare une succession ou un après. Mais c'est normal. Ça fait quasiment 40 ans, 37 ans. 37 ans. Mais c'est pas du tout un départ, par contre. Ouais, bien sûr. Donc j'ai pas besoin d'être chagriné, elle sera toujours là. Moi, je trouve que c'est important, Anna Wintour, dans le sens que c'est un peu notre star de la mode. Bien sûr. C'est carrément notre star absolue. C'est carrément. Tout le monde connaît Anna Wintour. C'est un personnage public, populaire. Donc c'est important pour moi qu'elle soit là parce que c'est un peu comme il y a une espèce de cristallisation autour d'elle. Pour les gens qui l'aiment pas, on s'en fout. C'est la Karl Lagerfeld de la presse. Exactement. Pour moi, c'est ça. Donc du coup, j'aime. C'est une espèce de figure comment dire, tutélaire. Et aussi quelqu'un qu'on peut dessiner, caricaturer. C'est vrai. Elle a créé, mais comme Karl Lagerfeld. Complètement. Je pense qu'ils étaient très proches aussi pour ça. La même coupe de cheveux. Donc du coup, les mêmes lunettes depuis 30-40 ans. La même robe depuis 40 ans, mais faite par différentes marques. Il y a un look, il y a une attitude, il y a un truc. Donc moi, je trouve ça plutôt drôle. Ça fait partie du théâtre de la mode. Et puis elle évolue. Elle a compris qu'est-ce qu'était la mode. Que c'était une perpétuelle évolution tout en étant la même.
Donc c'est assez drôle. Son parcours est fascinant. Alors justement, après, moi, je sais pas si j'aurais envie, je ferais comme elle, je pense, de rester aussi longtemps. Ouais. Vous êtes pas sûr ou vous auriez plutôt envie? Non, j'ai pas envie. Ah, vous avez pas envie? Ouais. Plutôt que de passer à autre chose et de vous lancer dans d'autres activités. Il faut vraiment, je sais pas, je dis ça aujourd'hui. Ouais. Mais les développements récents, en même temps, ne confirment pas trop cette hypothèse, parce que vous avez quand même plutôt tendance à vous étendre. Après, j'ai 50 ans, donc j'ai un peu de marge. Bah oui. Même si je travaille encore 10 ans. Je sais pas. Après, il faut voir ce que devient la mode, si je trouverai ma place, si ça me plaira aussi. Ouais, dans la mode de demain. Il faut que ça me plaise. Peut-être ça va tellement changer avec la technologie et tout que je me sentirai perdu, j'en ai aucune idée. Je me suis quand même vachement raccroché aux branches, mais peut-être qu'un jour, je pourrai plus. Parce qu'il faut suivre. Hein. Ah bah oui. Alors Lucien Pagès, vous êtes un peu, à mon avis, l'anti-businessman, mais dans le bon sens du terme, car vous dites que quand vous avez un nouveau client, vient sous votre coupe, si j'ose dire, ça vous stresse. Parce que vous dites, voilà, il va falloir délivrer de la prestation, etc. Alors, comment expliquer ça? Vous dites pas, ça va faire grossir le gâteau, le business. Le job. Et c'est très dur. Oui, c'est pas facile de rendre les gens heureux avec leur communication. Mais non, mais ils sont souvent frustrés. Ouais. Ils en veulent trop. Non, et puis surtout aujourd'hui où ils voient tout. Ils voient tout ce qui se passe. Donc avant les réseaux sociaux, avant cette communication hyper accessible, les gens voyaient pas trop ce que faisaient les autres. Donc ils étaient très focus sur eux. Leur propre succès, comment est-ce qu'ils trouvaient que leur succès était bien, Maintenant, ils voient tout. Donc, du coup, effectivement, ça donne des anxiétés à tout le monde. Donc, c'est très difficile. Ça crée la frustration, finalement. Quoi, ça... Ouais. Et puis, j'ai cette espèce aussi de... Enfin, je veux dire, je suis pragmatique quand je dis ça. Il faut délivrer un truc. Et moi, je n'aime pas quand ça se passe mal. Et ça se passe des fois mal, et c'est très désagréable pour vous, pour les autres, parce que c'est un peu la faute de tout le monde, la faute de personne. Enfin, il y a un match qui s'est pas fait, peut-être. Enfin, donc voilà, donc c'est. Moi, j'aime bien le succès, j'aime bien que ces choses marchent en fait. Alors, admettons que je sois une jeune marque qui s'appelle Pomme de terre, par exemple. Et déjà, je vous fais changer le nom. Voilà. Alors déjà, peut-être que le nom serait peut-être pas peut-être que le nom de domaine. Peut-être on décide que Pomme de terre c'est totalement destructif. Bah oui, remarquez, il y a des choses avec matière fécale. Il y a quand même des noms disruptifs qui sont intéressants, je trouve. Ah mais matière fécale, ça a fait le buzz. Ça dépote totalement. Quand on a envoyé, moi, quand ils ont demandé à la chambre syndicale, la fédération, de rentrer dans le calendrier, donc ils ont fait le dossier et je disais j'aimerais tellement être une mouche parce qu'il y a des gens très institutionnels quand ils vont me présenter le dossier, dis donc maintenant je vous présente matière fécale. Je trouvais ça génial. C'est comment un nom peut être tabou. Comment on a encore plein de tabous. Oui, c'est vrai. Alors que la société est totalement pornographique. Par ailleurs, et c'est drôle. Elle peut être choquée de ça, du caca, quoi. Je pense que dans la mode, ça passe pas. Mais donc, admettons que je sois cette fameuse marque, donc Pomme de terre, qui va changer de nom grâce à vous, et je veux vous présenter donc une collection lors d'une Fashion Week. Comment est-ce que concrètement ça se passe? Alors, il faut trouver un lieu, j'imagine, il faut déjà, faire des beaux vêtements. On peut revenir à cette histoire de fédération. Il faut que je présente le dossier Pomme de terre à la fédération pour que Pomme de terre puisse intégrer le calendrier officiel. C'est quand même plus simple dans le calendrier officiel, parce que sinon vous êtes off-calendar. Bien sûr. Et déjà, il est bien complet. Donc, off-calendar, il faut... Donc, quand vous avez une time slot, je sais pas comment. Une fenêtre de tir, un moment. Un horaire. Un horaire, voilà. Officiel. Du coup, c'est quand même plus simple. Donc, il faut présenter le dossier, il faut aller présenter les pommes de terre à la fédération, ensuite qu'ils fassent un bon dossier. Tout ça, c'est une institution. Donc, voilà. Pour moi, c'est le point de départ, c'est cette discussion-là. Ensuite, évidemment, en parallèle, on travaille avec une boîte de production, plus ou moins chère, selon les moyens de Pommes de terre. Production de l'événement, c'est ça. Production de l'événement qui va chercher un lieu, bien sûr. Faire un devis, un budget, et en fonction, tant qu'on n'a pas la date, on cherche un peu sur plusieurs jours, mais et après, on essaye de mettre... Si la Pomme de terre veut une styliste pour l'aider à construire sa collection, on va lui faire la liste de plusieurs stylistes, lui présenter. Un directeur de casting pour recruter les mannequins, c'est très important maintenant.
Voilà. Donc il y a tout ce service. Et ça, du coup, c'est vous qui pouvez vous en occuper. On a un network, donc on fait pour bénéficier ça. Tout dépend, mais si Pomme de Terre est très introduite, elle a peut-être déjà son équipe. Ouais. C'est possible. Parce que peut-être que la personne a déjà travaillé dans un studio et a déjà fait des amitiés. Donc, du coup, elle veut amener son propre réseau. Son propre réseau. Donc, tout est. Moi, je suis vraiment une boîte à outils, un couteau suisse. On me demande ce qu'on veut me demander. Si on veut une stratégie globale, on peut me la demander. Si on veut juste que je fasse la sortie des vêtements, je ferai que la sortie des vêtements. C'est large. Et donc, du coup, si les gens veulent bénéficier de mon network, c'est totalement possible. S'ils ont leur propre network, voilà. Mais souvent, ils aiment bien les conseils quand même, parce que c'est toujours bien. C'est pas des conseils, mais c'est d'échanger avec les gens. C'est quand même toujours mieux, même ne serait-ce que pour se comparer à d'autres, peut-être. Non, conforter dans son propre choix. Donc c'est toujours bien d'être en discussion. Mais comment est-ce que, alors là aujourd'hui on est à Paris ensemble, comment est-ce que vous faites en réalité au quotidien pour vous organiser? Parce que j'arrive pas à comprendre comment à la fois être à Paris, à New York, à Londres. J'ai des équipes. J'imagine, mais physiquement vous devez quand même au quotidien aller dans ces différents endroits, ou est-ce que c'est vraiment délégué? À New York, j'y vais quand j'ai des trucs à faire à New York. Ok. Pareil à Londres, pareil à Milan, je vais pas y passer. Puis là, aujourd'hui, on travaille beaucoup avec des Zooms. Vous centralisez beaucoup à Paris, finalement, aujourd'hui? Non, parce que j'ai besoin de voyager pour les clients, pour des projets. Ouais. J'étais à Naples pour Max Marin. La semaine d'avant, j'étais à Londres pour Puy-Forca. Ensuite, j'étais en Anvers pour Zara. Puis je vais là où j'ai besoin d'être. Et vous auriez presque besoin de votre propre jet privé. Ça, c'est pas très bon pour l'empreinte carbone, ça. Non, de toute façon, j'ai pas les moyens de jet privé. Je vais prendre des vols, mais des vols qui existent, qui partiraient avec ou sans moi. Donc, il ne pourra pas y avoir l'avion Lucien Pagès. Non. Non, le Air Force One des RP, quoi. Non, on n'est pas assez riche dans les RP. Oui, parce que c'est un métier où on gagne pas. Ouais, c'est vrai. On gagne bien sa vie. Je vais pas me faire plaindre. Ouais. Mais c'est pas. Je pense qu'il y a plein de gens qui sont dans. Disons qu'ils sont à mon niveau dans d'autres domaines, qui sont beaucoup plus riches. Ouais, je comprends. Ou qui peuvent se permettre un jet. Vous voyez ce que je veux dire? Mais nous, notre travail, c'est le service. Donc, c'est limité. Parce qu'on peut pas. Il y a le temps de l'homme, bien sûr, qui est limité. Ouais. Vous vendez pas des petits pains, c'est ce que vous dites parfois. Ouais, j'adorerais vendre des petits pains, que ce soit les meilleurs petits pains que le monde entier. C'est ça, et tous les mêmes. Et du coup, et puis nous, on travaille avec des êtres humains, donc ils ont des salaires. Les salaires en France, ça coûte cher. Bien sûr. Donc, les revenus, on peut faire beaucoup de, par exemple, bon, après c'est technique, mais on peut faire pas mal de chiffre d'affaires. Oui, et pas beaucoup de bénéfices. Pas beaucoup de bénéfices. Ouais, bien sûr. Parce que les bureaux, moi j'ai presque 1000 mètres carrés de bureaux à Paris. Parce que dans les vidéos, effectivement, ça paraît grand, mais j'imagine pas. Parce qu'il y a 2 fois 400 mètres carrés, bureau, showroom, et on a 150 mètres carrés de beauté. Qui est séparé. D'accord. Donc du coup, ça fait, on arrive à 800 plus 150, ça fait 950. Donc ça, à Paris, ça coûte très cher. Évidemment, ouais. Et puis 55 staff, ça coûte cher. Donc il faut, comme c'est basé sur de l'être humain. Bien sûr. Il n'y a pas de marge. Oui, c'est ça. C'est pas donc et on peut pas faire plus que ce qu'on fait aussi. Donc il faut faire mieux, c'est-à-dire avoir des clients peut-être avec qui on s'investit plus et qui investissent plus. Enfin bon. Ouais. Et le niveau d'engagement n'est pas forcément le même pour tous les projets, mais. Oui, et puis voilà. Donc c'est pas. Enfin, on n'a absolument pas à se plaindre, mais c'est pas. Souvent, je me fais, mais sans frustration. Je fais la comparaison. Je me dis quelqu'un qui aurait le même niveau que moi dans un autre domaine. Dans la tech, par exemple. Voilà, exactement. Niveau, je veux dire, de reconnaissance. Oui, bien sûr. De professionnalisme. Mais c'est pas grave, c'est que moi, puis c'est bien, je trouve. Il faut pas. Oui, puis bon, trop d'argent, après, ça crée des problèmes. Hein. Ouais, donc le jet, c'est pas pour aujourd'hui. Ni le jet, ni le yacht. Moi, Vous restez simple, finalement. Je vais dans les Cévennes l'été. Alors justement, avec l'IA, peut-être que le travail de RP va changer demain. Est-ce que c'est quelque chose qui vous fait peur, l'automatisation de beaucoup de tâches avec les outils d'intelligence artificielle? Non, parce que je pense que, comme toutes les innovations technologiques, elles sont créées par l'homme. Donc pour moi, c'est des outils.
Donc, il faut les appréhender, il faut les travailler comme des outils. C'est-à-dire, on en fait ce qu'on en veut, ça peut faire le bien, le mal. Donc, évidemment, l'être humain a plutôt tendance à toujours faire le mal. mais moi, j'aime bien ChatGPT. Je l'utilise beaucoup, pas pour faire mes textes. Hein. Pour les communiquer, ça peut aider quand même. Oui, mais bon, on voit souvent que c'est écrit par ChatGPT. Oui, c'est vrai. Pour l'instant, c'est pas. Donc, du coup, c'est pas encore génial. Ouais. C'est un peu la honte. Non, moi, ce que je peux faire des fois, c'est par exemple, j'écris à ma manière et je corrige les fautes. Oui, ouais. Mais si je vois que ChatGPT corrige trop, je fais pas. Je préfère garder les fautes. Parce que sinon, je dis rien de plus pathétique que de recevoir un truc personnel fait par ChatGPT. Oui, c'est insupportable. Ouais. Si ça se voit. Donc, non, moi, je l'utilise plus comme un nouveau Google. Ce qui va chercher dans plein de... Quand je prépare un rendez-vous, un truc comme ça, pour avoir un max d'informations. Ouais, moi, parfois, quand j'ai des phrases alambiquées dans des articles, je me dis là, c'est un peu lourd. D'ailleurs, j'ai fait ChatGPT sur vous. Ah ouais Marrant. Ouais. Intéressant. Ouais. Et du coup, ça a corrigé les fautes Non, pour avoir une vision un peu globale. On ne se connaît pas. Ouais, donc, bah ouais, bien sûr. Ouais. Du coup, je me dis, tiens, qu'est-ce qu'il a fait et voilà. Ouais, c'est intéressant. C'est intéressant. C'est un outil. Alors, vous dites qu'il y a beaucoup de marques, qu'il y a même trop de marques. Est-ce que ça correspond finalement, selon vous, à un excès, justement, à du consumérisme excessif, qui justement pourrait aussi, par ailleurs, c'est un autre problème, évidemment, détruire la planète? Je pense que le consommateur ne demande pas autant de marques. Ouais. Oui, c'est les marques qui sont responsables, c'est pas forcément les gens. Oui, les consommateurs ne sont pas devant les marques. Ouais. Donnez-nous plus de marques. C'est vrai. C'est qu'on pense jamais à ça, effectivement. Ouais. On leur a rien demandé, en fait. C'est les gens, on n'a rien demandé. Les gens, c'est les marques qui décident de se créer. Donc, c'est un autre sujet. Ouais. Il y a trop de marques. Effectivement, vous considérez qu'aujourd'hui, c'est... Oui, moi, je vois le nombre de gens qui veulent travailler avec nous. Je dis, mais c'est pas possible. Encore des marques qui se créent. Non, mais c'est surtout qu'il y a trop de marques pour quel est leur business model, en fait, où ça va aller. Ouais. C'est triste aussi, des fois. Bien sûr. Y a, pour combien de marques qui se créent, combien vont réussir, vont durer? Très, très peu. Donc, c'est plus ça, moi, qui me... Et après, c'est vrai que si on veut aller sur le territoire de l'éco-responsabilité et tout ça, c'est vrai que produire autant de vêtements qui vont pas se vendre, c'est un peu triste. Ouais, c'est problématique même d'une certaine façon, quoi. Mais ça, c'est quelque chose que vous, par exemple, parce que la partie communication peut intégrer ces dimensions-là, j'imagine, les gens sont après, il y a beaucoup de marques qui ne vendent pas, donc elles nuisent pas trop je vois. à l'environnement. mais quand même, toute cette mode de l'upcycling, on voit par exemple, il y a quelqu'un comme Alphonse Maître-Pierre, j'aime beaucoup ce qu'il fait, qui utilise beaucoup des matériaux recyclés, ça c'est quand même dans l'air du temps. Bien sûr, c'est dans l'air du temps, mais ça a ses limites, parce qu'à un moment, tu peux pas faire toutes les pièces, donc tu dois changer de tissu, beaucoup de gens ont exploré ce business model, il est complexe. Il est complexe parce que ça se base sur les stocks. Bien sûr. Donc voilà, mais c'est intéressant, je trouve. Après, c'est une autre manière de consommer, mais est-ce que les gens sont prêts à consommer comme ça? C'est là où après je renvoie la balle chez le consommateur. C'est-à-dire, peut-être que nous on propose trop de marques, mais le consommateur aussi, il est ambigu. Ouais, il a des besoins un peu excessifs. Ambigu parce qu'il adore acheter beaucoup de vêtements pas chers. Bien sûr. Mais en même temps, il peut se plaindre que c'est pas totalement aligné sur ses valeurs. Bien sûr. C'est complexe ce sujet. Parce que les gens, si la fast fashion, comme on appelle ça, existe, c'est aussi que les gens l'achètent parce que c'est pas cher et qu'ils aiment acheter beaucoup de vêtements. Ah oui, si plus personne n'achète de la fast fashion, il n'y aura plus de fast fashion. Ils aiment, c'est pas juste pour s'habiller qu'ils vont dans la fast fashion. Ils aiment aussi consommer. Incontestablement, que tu peux aller acheter, il y a 5 tops de différentes couleurs. Dans la fast fashion, c'est possible. Dans le luxe, c'est pas possible. C'est plus compliqué. Donc c'est des sujets qui sont effectivement complexes et où les gens, je trouve, sont très ambigus de toutes parts, en fait. Alors au-delà du commerce, vous pensez peut-être comme Sophie Fontanelle, que j'aime beaucoup, que la mode c'est un art et que l'art c'est du business, et donc finalement il faut assumer cette dimension-là dans la mode en l'occurrence? Alors moi je pense pas forcément que la mode soit un art, par contre. D'accord. C'est un art appliqué. Mais parce que elle est quand même... Oui, l'art est devenu un business, ok, mais la mode elle est née pour habiller les gens. Donc, elle est très fonctionnelle dès le début. C'est un artisanat, quoi. Ouais, elle est très fonctionnelle depuis le début. Un tableau, c'est pas fonctionnel, c'est beau. Pour moi, ça revient à mettre les choses dans des... Parce que je trouve qu'il n'y a pas de problème à être ne
ne pas être un art, c'est Oui, pas oui, grave. effectivement. Oui, non, bien sûr. Chacun a sa fonction, donc... Sociale, ouais. Ouais. Donc pour moi, oui, des fois, il y a une émotion dans des défilés ou des choses qui peuvent s'apparenter à l'émotion qu'on pourrait aller voir en voyant un spectacle. Ouais. Mais ça, c'est pour très peu de gens. Ouais. Parce qu'ils ne le voient pas. Peu de gens le voient en vrai, le défilé. Donc, et l'art, la mode s'expose dans les musées et tout aussi, mais c'est pas pareil. Je trouve que c'est... Mais je suis pas réactionnaire quand je dis ça. Non, je pense pas. Je crois pas, non. Je trouve qu'il faut aussi accepter que c'est pas un art et c'est très sympa aussi. Ouais, mais bien sûr. Complètement, Tout n'a pas besoin d'être un art, pour complètement. moi. Après, je comprends le point de vue de Sophie, mais elle le voit dans son prisme à elle. Parce qu'on est amis, donc je la connais très bien. Donc elle est très émotionnée par les vêtements. Ouais, effectivement. Elle a un rapport très charnel aux vêtements, très... voilà. Alors, vous dites aussi que finalement, la mode, c'est défendre le beau, enfin une certaine idée du beau, de la beauté, et dans une période qui est difficile comme la nôtre. Enfin, si on pense aux questions géopolitiques, même aux questions politique intérieure, hein, même si c'est pas le sujet de ce podcast. Et ça me rappelle finalement, je crois, une phrase de Churchill, où à un moment donné, pendant la guerre, on lui disait, finalement, il va falloir peut-être baisser les budgets de la culture. Et il a répondu quelque chose, alors peut-être pas exactement cette phrase, non, il faut pas faire ça, parce que sinon on n'a plus de raison de se battre. Effectivement, si on enlève la culture, finalement, certes, la beauté ne sert à rien en tant que telle, mais en même temps, c'est la meilleure cause, on pourrait dire, à défendre dans des périodes troubles comme la nôtre. Vous pensez que c'est un peu ça aussi votre fonction? Parce qu'on pourrait justement parfois taxer les gens qui sont dans ce milieu-là. On s'est toujours posé la question, je veux dire, à chaque fois, que quand la guerre en Ukraine a éclaté, on était à la Fashion Week de Milan. Quand le Covid a éclaté, on était à la Fashion Week de Milan. Je sais pas, ça se passe à Milan, les pauvres. Il y a eu plein de moments très durs récemment dans la géopolitique et on s'est toujours posé la question, est-ce qu'on continue les défilés? C'est pas moi qui décide, hein. Je vais pas dire aux gens d'arrêter les défilés. Donc, et à chaque fois, on les a continués, en fait, parce que c'est une industrie aussi. C'est pas que le beau, c'est aussi, il y a beaucoup de gens qui gagnent leur vie avec la mode, des emplois, des gens qui travaillent sur la Fashion Week, que quand il n'y a pas de Fashion Week, on l'a vu avec le Covid, il y a beaucoup de gens qui sont retrouvés sur le carreau, parce qu'il n'y avait plus de... c'était comme dans le spectacle vivant. Ouais, tout à fait, ouais. Je veux dire... il n'y a plus de spectacle. La culture a été massacrée de ce point de vue. Ouais. Et donc voilà, donc il y a ça. On fait les défilés, c'est pas juste pour se faire plaisir, c'est aussi parce que ça fait partie de l'industrie et de ce qui va engendrer des revenus pour tout le monde qui travaille autour de la Fashion Week. Donc je pense que je pense qu'il faut continuer à promotionner le beau, ça c'est évident. Mais en ayant une délicatesse par rapport à ce qui se passe dans le monde. C'est-à-dire... ne pas être sourd, évidemment, aux questions sociales. Oui, ou ne pas être totalement... en lévitation. Voilà, c'est... il faut une je trouve pas le mot. C'est pas une délicatesse, c'est plus une réserve ou percevoir quand même que un peu d'empathie aussi. Et aussi pourquoi parce qu'aujourd'hui tout est mis au même niveau. C'est-à-dire dans votre feed d'Instagram, vous allez voir des gens de Gaza, vous allez voir un défilé de mode, vous allez voir c'est vrai que c'est très troublant parfois. Voilà. En effet, et du coup, c'est vrai que ça heurte parce que tout est... C'est quand je dis c'est mis au même niveau, c'est pas vrai, c'est pas mis au même niveau, mais en tout cas ça vient dans votre univers. Ouais, bien sûr. De la même symbolique. Ah ouais, mais de la même manière. Mais c'est vrai, sur Instagram, c'est tout à fait ça. Ouais, donc du coup, quelqu'un qui, du coup, il y a un sac à main après une bombe, des enfants qui meurent à Gaza, des enfants qui meurent, une bombe, un accident, vous voyez les carrés noirs quand il se passe quelque chose, je sais pas, un tremblement de terre, un truc, et tout ça arrive dans votre, et du coup. C'est là où il faut être un peu conscient quand même que si d'un coup il y a une espèce... Voilà. Donc il faut quand même palper un peu le mood et être... responsable, responsable. Et voilà, on est dans un monde qui est très ouvert où toutes les informations circulent. Donc on ne peut pas être totalement ignorant et dans notre bulle. Même si on doit
continuer de promotionner le beau, et même si dans des collections, des fois, il y a aussi des messages forts par rapport à ce qui se passe dans le monde. Donc, oui, c'est ça, parce que justement, est-ce que la mode, c'est la question que je me pose toujours, est-ce que la mode défend des idées? Est-ce que toutes les autres formes d'art ou d'artisanat, si on peut dire, défendent un peu des idées d'une manière ou d'une autre? Il y a des thèses, en fait, qui sont sur la table, sur le débat public. Dans le débat public, est-ce que c'est le cas aussi dans la mode? Est-ce que les marques ont des idées, finalement? Et est-ce que vous la êtes marque un peu essaye d'avoir le moins d'idées possible parce qu'elle doit parler au plus grand nombre. Ouais. Donc, si elle s'engage trop, elle va se couper d'une partie de la population. Ouais. Enfin, surtout les très grandes marques. Bien sûr. Les jeunes marques, à la limite, elles peuvent jouer sur la communauté, donc elles parlent à des gens qui pensent comme elles. Ouais, je comprends. Mais les grandes marques, elles doivent englober tout type de clientes. Donc, c'est normal, parce qu'elles sont globales. Ouais. Donc, ouais, c'est un peu la limite aussi, quand même, effectivement, de la mode, peut-être. C'est que comme ça reste une industrie, elle peut pas non plus peut-être s'exprimer autant que pourraient le faire d'autres formes artistiques, d'autres formes d'expression, parce qu'il y a des enjeux d'argent peut-être plus lourds qu'ailleurs, oui, non? mais au-delà de l'argent, je pense qu'on parle à beaucoup de gens. C'est pas juste pour pouvoir... Enfin, bien sûr, oui, je suis pas naïf, hein, mais ce que je veux dire, c'est aussi la mission de la marque, c'est quand même qu'elle puisse réunir plein de gens très différents autour d'une esthétique, autour de... Donc, elle peut pas être totalement clivante non plus. Je parle des très grandes marques. Donc voilà, je pense que les marques plus petites ou plus indépendantes, évidemment, il y a eu un peu plus de liberté. Lucien Pagès, est-ce que vous avez des options politiques? Des options politiques? Des engagements, des options politiques que vous aimez mettre en avant, qu'on vos faveurs Non. Non, vous n'avez pas d'options politiques? Alors, par contre, je m'intéresse énormément. Moi, je regarde tout. Je lis beaucoup les actualités, les journaux. Je lis les trucs du Figaro ou du Monde ou de Libération. J'aime bien mélanger les points de vue. J'aime... pour regarder tout ce qui se passe, quoi. Oui. Enfin, surtout, je ne veux pas être bloqué dans une seule pensée, en fait. Donc, et du coup, quand je vote, par rapport vraiment au moment et à ce qu'on me propose. Je veux pas être bloqué. Dans un camp plutôt qu'un autre, par exemple. Oui, parce que je veux vraiment... j'aime bien étudier, lire, voir, me faire ma propre idée, en me confrontant à des idées des fois qui ne sont pas les miennes. Après, des fois, j'ai du mal à savoir quelles sont mes idées parce que je trouve que tout le monde a tellement d'opinions que d'un coup, ils m'assomment de leur, c'est difficile, de leur opinion et du coup, je sais même plus des fois ce que je pense tellement il y a d'opinions. Et donc, j'essaye toujours de trouver un peu ma vérité dans tout ce truc. Donc, effectivement, moi, ce que je pourrais dire, c'est que je suis plus humaniste dans mes choix. C'est-à-dire, D'ailleurs, il y a un parti récemment qui s'est créé qui s'appelle La France Humaniste, il me semble, de Dominique de Villepin. Donc en gros, vous êtes villepiniste. Lucien Pagès serait villepiniste. Il me semble. Je savais pas. J'ai vu qu'il avait fait un parti, mais je savais pas que ça s'appelait La France Humaniste. Il me semble, mais c'est joli, l'humanisme. C'est joli. Ah non, mais c'est vrai. Ouais. C'est vrai. Donc, et c'est fait. Alors après, ce que je viens de dire, c'est facile à dire. Au moins, je me mouille pas, je prends pas de parti. Mais à la fois, je pense pas que le débat soit vraiment... je sais pas comment dire. Il est un peu biaisé aussi. Donc, je trouve que, par exemple, un truc que je pense personnellement, c'est que je n'aime pas l'histoire des présidents de la République. Pour moi, ça biaise la rencontre d'un homme et d'un pays. Je trouve que ça biaise le truc, que quelqu'un doit réunir 51% sur son nom. Alors, au début, on a eu l'impression que c'était pour... Les gens votaient pour, maintenant ils éliminent. On vote contre. Et je trouve que ça... Moi, je préfère les démocraties parlementaires, par exemple. Parce que je trouve que ce côté fausse royauté, il fausse le truc. Mais c'est personnel. Donc, c'est pas une opinion politique, mais évidemment, je préfère les débats, les échanges, les trucs. Je préfère quand on appelle l'intelligence. Mais est-ce que vous êtes choqué quand même par exemple, je sais pas, le sujet des inégalités, alors que vous êtes dans une industrie où j'imagine il y a quand même pas mal d'écarts de richesse qui sont visibles, disons.
Alors évidemment, ça dépend. Peut-être un jeune label avec une très grosse marque, c'est deux idées, je pense, très très différentes. Et vous pouvez travailler avec tous. Mais est-ce que c'est quelque chose peut-être qui peut parfois vous choquer intimement sans forcément que vous en fassiez étalage? Personne n'aime la misère, personne n'aime... Enfin, je veux dire... Bien sûr. Mais les inégalités ont tendance à augmenter quand même dans le temps. Bien sûr, c'est assez choquant. Bien sûr. Mais moi, je sais pas comment dire. Évidemment qu'on est choqué par les inégalités. C'est pas que personne ne va dire le contraire. Donc, moi, surtout, ce qui me choque plus, c'est le non... les gens qui peuvent pas voir d'horizon. Ouais. Au travers de l'éducation, les gens qui se disent je pourrais jamais m'élever dans la société, je pourrais jamais... Qui sont bloqués, quoi. Ouais, ça, je trouve ça horrible. Et c'est une inégalité. Et ça vient des inégalités. C'est ce manque d'horizon, de se dire que peut-être on ne pourra pas faire parce que vous n'êtes pas né dans la bonne famille. Et ça, c'est très français aussi, les bonnes familles et tout. Quand vous grattez, c'est toujours un peu bonne famille, tout le monde est un peu obsédé par les... qui peut être drôle, hein, moi j'aime bien, c'est pas le sujet. Mais donc, oui, bien sûr. Mais après, les gens pensent différemment comment on peut s'élever dans la société par le travail, mais à la fois, il faut avoir la chance d'accéder au travail. Enfin, tout ça est tellement complexe je pense qu'il faut faire déjà un peu le bien autour de soi, déjà un peu. Parce qu'on ne peut pas changer totalement le monde tout seul. Donc déjà, un peu essayer que les gens autour de soi soient bien et que peut-être que ça peut faire boule de neige. Alors Lucien Pagias, on se dirige vers la fin de ce podcast. En dernière question, je voudrais vous poser cette question peut-être un peu étrange. Qu'est-ce qui vous fait continuer? Qu'est-ce que vous aimez finalement le plus dans votre métier ou dans les rencontres que vous faites? Qu'est-ce qui vous donne la foi? C'est les gens. J'aime bien, je suis curieux de rencontrer de nouvelles personnes. Je trouve ça fascinant. C'est les gens. Vous aimez les gens finalement? Ouais, ça m'intéresse. Un jour, quelqu'un m'a dit heureusement que l'humain m'intéresse. Ça m'a marqué. Merci beaucoup, Lucien Pagias. Merci à vous.